Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le récit d'une autre enquête de l'illustre Père Brown. L'histoire s'intitule « Les 3 instruments de la mort ». Par vocation et par instinct, le Père Brown savait mieux que la plupart de nous que tout homme est ennobli par la mort. Il ne put pourtant se défendre d'un mouvement de surprise quelque peu profane lorsqu'on le réveilla un beau matin avec la nouvelle que Sir Aaron Armstrong avait été assassiné. L'idée qu'un personnage aussi divertissant, aussi populaire avait été victime d'une secrète violence était absurde, presque grotesque. Car Sir Aaron était divertissant, au point d'être comique, et populaire, au point d'être quasi légendaire. C'est comme s'il avait appris que M. Pickwick était mort à un Noël. Quoique Sir Aaron, en tant que philanthrope, fut contraint d'envisager l'aspect le plus sombre de notre société. Il se piquait de le considérer le plus gaiement possible. Ses discours politiques et sociaux étaient une avalanche d'anecdotes et de joyeuses plaisanteries. Il était, au sens le plus littéral du mot, resplendissant de santé. Sa philosophie était exclusivement optimiste, et lorsqu'il traitait la question de l'alcoolisme, son sujet favori, il le faisait avec cette gaieté inépuisable et presque monotone qui caractérise si souvent le riche abstinent. L'histoire de sa conversion était familière aux congrégations et aux auditoires les plus puritains. Comment, étant enfant, il fut détourné de la théologie écossaise par le whisky écossais, et comment il s'affranchit de l'une et de l'autre pour devenir, selon sa modeste expression, ce qu'il était. Lorsqu'on le voyait apparaître, aux innombrables banquets et congrès qui l'honoraient de sa présence, sa longue barbe blanche, sa figure poupine et ses lunettes brillantes, on avait quelque peine à croire qu'il eût jamais été assez morbide pour sombrer dans l'alcoolisme ou le calvinisme. On sentait que c'était l'homme le plus sérieusement gai qui fût au monde. Il habitait dans la banlieue d'Hampstead, une maison haute et étroite, une tour moderne et banale, dont le plus étroit des côtés dominait le talus escarpé et verdoyant d'une voie ferrée, et qui était ébranlé par le passage des trains. Comme il l'expliquait lui-même joyeusement, Sir Aaron manquait de nerfs, mais si le train avait souvent fait trembler la maison, ce matin-là les rôles se trouvèrent renversés, et ce fut la maison qui fit trembler le train. La locomotive ralentit et s'arrêta jusqu'au-delà de l'endroit où un angle de la maison s'imbriquait dans la pente abrupte du talus. Une machine ne peut s'arrêter que lentement, mais ce qui provoqua l'arrêt était bien humain, et n'en avait pas moins été soudain. Un homme entièrement vêtu de noir, portant même, on se souvint par la suite de ce détail funèbre, des gants noirs, parut au haut du talus, au-dessus de la machine, et fit tournoyer ses bras noirs comme un moulin à vent. Une telle action en soi n'eût pas suffi à arrêter un train, même un train de banlieue. Mais cet homme émettait un cri que l'on qualifia par la suite de monstrueux. C'était un de ces cris qui sont horriblement distincts, même lorsque l'on n'entend pas ce que l'on crie. Au meurtre! Le mécanicien prétend qu'il aurait stoppé, même s'il n'avait entendu que le son terrible du cri sans en comprendre le sens. Une fois le train arrêté, on put d'un coup d'œil superficiel se rendre compte des principaux éléments de la tragédie. L'homme en noir, sur le talus vert, était Magnus, le domestique de Sir Aaron Armstrong. Cantonné dans son optimisme, le baronnet s'était souvent moqué des gants noirs de son morne valet. Mais personne ne songeait à s'en moquer en ce moment. Les premiers voyageurs qui descendirent du train et enjambèrent la haie enfumée aperçurent, presque au bas de la pente, le corps d'un vieillard enveloppé d'une robe de chambre jaune, avec une doublure rouge vif. Un bout de corde semblait entourer ses jambes, comme emmêlé à la suite d'une lutte. On distinguait à peine 1 ou 2 taches de sang, mais le corps était courbé, ou plutôt brisé, dans une attitude qu'aucun être vivant ne put conserver. C'était Sir Aaron Armstrong. Quelques instants d'égarement après, un homme de haute taille avec une barbe blonde sortit de la maison. Plusieurs voyageurs reconnurent en lui le secrétaire du mort, Patrick Royce, jadis bien connu dans les cercles de la Bohème, et même fameux parmi la Bohème artiste. D'une manière plus vague mais encore plus convaincante, il témoigna autant de désespoir que le domestique. Lorsqu'enfin une 3e personne de la maison, Alice Armstrong, la fille du mort, sortit d'un pas hésitant dans le jardin. Le train repartit sifflant et haletant, chercher de l'aide à la prochaine station.
C'est ainsi que le père Brown avait été appelé d'urgence sur les lieux, à la demande de Patrick Royce, l'ex-bohème. Royce était irlandais de naissance. Il appartenait à cette classe de catholiques négligents qui ne se souviennent de leur religion que lorsqu'ils se trouvent dans l'embarras. Peut-être ne se serait-on pas empressé à ce point de satisfaire à la demande de Royce si l'un des détectives officiels s'occupant de l'affaire n'avait été un admirateur de l'officieux Flambeau. Or, il était impossible d'être l'ami de Flambeau sans connaître une foule d'histoires passionnantes concernant le père Brown. C'est pourquoi, tandis que le jeune détective répondant au nom de Merton conduisait le petit prêtre à travers champs vers la voie ferrée, leur conversation avait déjà pris un tour quasi confidentiel. Pour autant que je sache, avouait Merton, il est impossible d'y voir clair. On ne peut soupçonner personne. Magnus est un vieil imbécile solennel, bien trop sot pour être un assassin. Royce a été le meilleur ami du baronnet depuis des années, et il est évident que la jeune fille adorait son père. Et puis, toute cette affaire est trop absurde. Qui songerait à tuer un joyeux vieux bonhomme tel que Armstrong? Qui souillerait ses mains du sang d'un orateur de banquet? Autant assassiner le Père Noël. Oui, c'était une joyeuse maison, dit le père Brown. Tout au moins, tant qu'il y a vécu. Croyez-vous qu'elle le sera encore, maintenant qu'il est mort? Merton s'arrêta surpris et regarda son compagnon avec intérêt. Maintenant qu'il est mort, répéta-t-il. Oui, reprit le prêtre avec insistance. Il était gai, c'est vrai, mais communiquait-il cette gaieté à son entourage? Franchement, y avait-il quelqu'un de gai dans la maison sauf lui? Une fenêtre s'ouvrit dans l'esprit de Merton et laissa pénétrer cette étrange et surprenante lueur qui nous fait voir pour la première fois des choses que nous connaissons depuis longtemps. Il avait souvent rendu visite aux Armstrong à propos de certaines enquêtes que le philanthrope demandait à la police d'entreprendre pour lui, et maintenant qu'il y songeait, cet intérieur avait toujours eu sur lui un effet déprimant. Les pièces très hautes de plafond étaient glaciales. Leur décoration avait quelque chose de mesquin et de provincial. Les corridors où s'engouffrait le vent étaient éclairés par des globes électriques, plus pâles qu'un clair de lune, et quoique la face empourprée du vieillard et sa barbe d'argent brillassent comme un feu de joie, dans chaque recoin de l'habitation, elle ne laissait aucune chaleur derrière elle. Sans doute ce manque de bien-être fantomal était-il dû en partie à la vitalité même et à l'exubérance du maître de maison, qui, de ses propres dires, n'avait besoin ni de poêle ni de lampe, puisqu'il portait sa chaleur en lui. Mais lorsque Merton évoquait l'image des autres habitants de la maison, il était obligé d'admettre qu'eux aussi contrastaient violemment avec le chef de famille. Le morne domestique, avec ses terribles grands noirs, était une vision de cauchemar. Royce, le secrétaire, était un fort gaillard au cou de taureau, vêtu de gris avec une courte barbe, mais sa barbe blonde était parsemée de poils du même gris que son veston et son large front se barraient de rides précoces. Il était jovial, mais d'une triste, presque d'une douloureuse jovialité. Il avait vaguement l'air d'avoir gâché sa vie. Quant à la fille d'Armstrong, il était presque incroyable que ce fût sa fille, tant elle était pâle et fragile. Elle était gracieuse, mais toute sa personne semblait frémir au moindre souffle, comme le feuillage d'un tremble. Merton s'était souvent demandé si c'était le fracas des trains qui passaient sous ses fenêtres qui avait contribué à la faner ainsi. « Voyez-vous, dit le père Brown en clignant modestement des yeux, je me demande parfois si une gaieté du genre de celle d'Armstrong est vraiment bien gaie pour les autres. Vous dites que personne n'aurait pu tuer un si heureux vieillard. Je n'en suis pas certain. Nenos inducas in tentationem. Si jamais je tuais quelqu'un, ajouta-t-il simplement, je suppose que ce serait un optimiste. Pourquoi? S'écria Merton amusé. Croyez-vous que les hommes n'aiment pas la gaieté? Ils aiment souvent à rire, mais je ne crois pas qu'ils aiment à sourire en permanence. Une gaieté sans humour doit à la longue devenir insupportable. Ils marchèrent quelque temps en silence le long du talus herbeux, près de la voie ferrée. Lorsqu'ils parvinrent enfin dans l'ombre de la haute maison d'Armstrong, le père Brown dit soudain, de l'air de se débarrasser d'une idée sans y songer sérieusement. Il est vrai que l'alcool n'est en soi ni bon ni mauvais, mais je ne peux m'empêcher de croire parfois que des gens comme Armstrong auraient besoin de temps à autre de prendre un verre de vin, ne fût-ce que pour les attrister un peu. Le supérieur de Merton, un vieux détective répondant au nom de Gilder, attendait le coroner sur le talus vert en causant avec Patrick Royce, dont les épaules larges et la tête hérissée dominaient l'assemblée.
Le fait était d'autant plus remarquable que Royce se tenait, d'habitude, le dos voûté, et semblait accomplir ses légers devoirs de secrétaire avec l'allure humble et puissante d'un buffle traînant une charrette à bois. Il leva la tête avec plaisir à la vue du prêtre et l'entraîna quelques pas à l'écart. Entre-temps, Merton abordait le vieux secrétaire avec respect, mais non sans témoigner une certaine impatience. « Eh bien, monsieur Gilder, avez-vous éclairci davantage le mystère ?»« Il n'y a pas de mystère, répondit Gilder, en suivant d'un œil rêveur un vol de corneille. « Il y en a un pour moi, en tout cas, dit Merton en souriant. »« C'est tout simple, mon garçon, observa l'autre en caressant sa barbe grise taillée en pointe. 3 minutes après que vous êtes parti chercher le prêtre de M. Royce, toute l'affaire s'est éclaircie. Vous vous souvenez de ce domestique, au teint mal cuit et aux gants noirs, qui a arrêté le train. Je le reconnaîtrai n'importe où. Je ne sais pas pourquoi il me donnait la chair de poule. Eh bien, le train n'était pas plus tôt reparti que l'homme a disparu. Il faut un certain toupet, qu'en pensez-vous, pour s'échapper par le même train qui va chercher la police. Vous êtes certain, je suppose, que c'est vraiment lui qui a tué son maître. Oui, mon garçon, j'en suis certain, répondit Gilder sèchement. Pour l'excellente raison qu'il a emporté avec lui la bagatelle de 20 000 livres en papier qui se trouvait dans le pupitre de son maître. La seule chose qui soit encore difficile à expliquer, c'est la manière dont il a pu le tuer. Le crâne semble brisé à l'aide d'une arme redoutable. Or, nous n'en avons trouvé trace nulle part, et le meurtrier ne peut avoir emporté une arme trop grande pour attirer l'attention. Peut-être l'arme était-elle justement trop grande pour attirer l'attention, dit le prêtre avec un rire étouffé. Gilder se retourna en entendant cette observation extraordinaire, et demanda sévèrement à Brown ce qu'il voulait dire. C'est une sotte manière de s'exprimer, j'en conviens, dit le père Brown en s'excusant. Cela ressemble à un conte de fées, mais ce pauvre Armstrong a été tué à l'aide d'une masse de géants, d'une énorme massue verte, trop grande pour être remarquée, et que nous appelons la Terre. Il est venu se briser sur le talus même où nous nous trouvons. « Comment » demanda vivement le détective. Le père Brown tourna son visage lunaire vers la façade étroite de la maison et cligna des yeux désespérément. En suivant la direction de son regard, les policiers virent qu'au sommet de la maison, dont les fenêtres de derrière restaient en général fermées, la croisée d'une mansarde était ouverte. « Ne voyez-vous pas » expliqua-t-il gauchement, indiquant la fenêtre du doigt comme un enfant. « Il a été jeté de là-haut. » Gilder scruta la fenêtre en fronçant le sourcil. « C'est certainement possible, mais je ne vois pas pourquoi vous en êtes tellement sûr. » Brown ouvrit tout grand ses gros yeux gris. « Il y a, dit-il, un bout de corde autour des jambes du mort. Ne voyez-vous pas cet autre bout de corde là-haut, accroché au coin de la fenêtre ?» À cette hauteur, il ne semblait pas plus épais qu'un cheveu, mais le vieux limier ne s'en déclara pas moins satisfait. « Vous avez raison, monsieur, dit-il, vous avez gagné la partie. » Tandis qu'il parlait, un train spécial avec une seule voiture s'engagea sur la courbe de la voie ferrée à leur gauche, et après s'être arrêté, déversa sur le talus un autre groupe de policiers, au milieu desquels apparut le visage penaud de Magnus, le domestique fugitif. « Pardieu, ils l'ont arrêté !» cria Gilder, et il marcha à leur rencontre avec vivacité. « Avez-vous l'argent » cria-t-il à l'homme qui marchait en tête. L'homme le regarda avec une curieuse expression et dit « Non ». Puis il ajouta « Du moins pas ici ». « Où est l'inspecteur, s'il vous plaît » demanda Magnus. Dès qu'il eut prononcé ces mots, tout le monde comprit comment sa voix avait pu arrêter un train. Il avait une expression lugubre, des cheveux noirs aplatis sur le crâne, un visage apathique et quelque chose d'asiatique dans la coupe horizontale de sa bouche et de ses yeux bridés. On ignorait d'ailleurs sa race et son nom. Sir Aaron l'avait sauvé, alors qu'il était garçon de restaurant à Londres. On dirait même qu'il cumulait, avec cet emploi, une profession infâme, mais sa voix était aussi vivante que son visage était morne. Soit pour être certain d'être compris dans une langue qui ne lui était pas familière, soit par déférence pour son maître, qui était un peu sourd, la voix de Magnus avait acquis une sonorité particulièrement perçante, et tout le groupe sursauta lorsqu'il ouvrit la bouche. « J'avais prévu que cela arriverait, dit-il très haut, avec un aplomb étonnant. Mon pauvre vieux maître se moquait de mes vêtements noirs, mais j'ai toujours dit que je serais prêt pour l'enterrer. » Et il leva légèrement ses 2 mains, gantées de noir. « Sergent, dit l'inspecteur Gilder en fixant avec colère ses mains noires, pourquoi ne passez-vous pas les menottes à ce gaillard? Il paraît plutôt dangereux. »
C'est que monsieur, dit le sergent avec un regard étonné, je ne sais pas si nous pouvons le faire. Que voulez-vous dire demanda brusquement l'autre. Ne l'avez-vous pas arrêté? Une grimace méprisante élargit la fente de la bouche du domestique, et le sifflet d'un train, non loin de là, sembla accentuer encore son sarcasme. Nous l'avons arrêté, répondit gravement le sergent, au moment où il sortait du poste de police de Highgate, où il avait déposé toute la fortune de son maître entre les mains de l'inspecteur Robinson. Gilder, stupéfait, regarda Magnus. Pourquoi avez-vous fait cela? Lui demanda-t-il. Pour la mettre à l'abri de l'assassin, naturellement, répondit l'autre avec calme. Il me semble que l'argent de Sir Aaron était en sûreté entre les mains de sa famille. La fin de cette phrase fut couverte par le rugissement du train qui passa juste à côté d'eux, avec un fracas rythmique. Mais à travers la tempête de bruit à laquelle cette misérable maison était constamment exposée, on entendit chaque syllabe de la réponse de Magnus, sonnant avec la précision d'une cloche. Je n'ai aucune raison de me fier à la famille de Sir Aaron. Tous les hommes présents eurent l'impression qu'une nouvelle personne s'était jointe dans leur groupe, et Merton fut à peine surpris lorsqu'en levant les yeux, il aperçut le visage pâle de la fille d'Armstrong, au-dessus de l'épaule du père Brown. Elle était encore jeune et jolie, mais ses cheveux étaient d'un brun si terne, si incolore que, sous un certain aspect, ils pouvaient sembler gris. « Faites attention à ce que vous dites, » dit Royce rudement. « Vous allez effrayer mademoiselle Armstrong. » « Je l'espère bien, » répondit l'homme à la voix claire. Tandis que la jeune fille reculait, et que tous les assistants s'étonnaient, il poursuivit. « Je suis habitué aux terreurs de Miss Armstrong. Je l'ai vue trembler à diverses reprises, depuis des années. Les uns disaient qu'elle tremblait de froid, les autres qu'elle tremblait de peur. Mais je sais qu'elle tremblait de haine et de rage. Deux démons qui s'en sont donnés à cœur joie ce matin. Sans moi, elle serait déjà loin, avec son amant et avec tout l'argent. Depuis que mon pauvre maître l'empêcha d'épouser cette crapule d'ivrogne. »« Un instant, dit Gilder sévèrement. Vos antipathies personnelles et vos soupçons n'ont aucun intérêt pour nous. Si vous ne pouvez pas nous fournir un témoignage circonstancié, vos simples conjectures... »« Oh, je ne demande pas mieux que de témoigner, » interrompit Magnus de sa voix coupante. « Il faudra me faire comparaître, monsieur l'inspecteur, et je devrai dire la vérité. Et voici la vérité. Un instant après que le corps sanglant du vieillard eut été précipité par la fenêtre, je suis entré dans la mansarde, où j'ai trouvé sa fille évanouie sur le plancher, un poignard rouge à la main. Permettez-moi de remettre également cette pièce aux autorités compétentes. » Il tira de la basque de son habit un couteau aux manches d'os taché de sang, et le tendit poliment au sergent. Puis il recula d'un pas, et ses yeux bridés disparurent dans la graisse de son sourire chinois. Merton se sentit presque physiquement écœuré à cette vue. Il dit tout bas à Gilder. « Vous ne pouvez ajouter plus de foi à son témoignage qu'à celui de Miss Armstrong. » Le père Brown leva brusquement vers eux un visage au teint si frais qu'on eût dit qu'il venait de se laver. Il dit, rayonnant d'innocence. « Oui, mais Miss Armstrong nie-t-elle ce dont on l'accuse ?» La jeune fille poussa un léger cri de surprise et tout le monde se tourna vers elle. Son corps semblait paralysé. Seul son visage encadré de ses ternes cheveux noirs trahissait une insondable stupeur. On eût dit qu'elle venait d'être capturée au lasso et étroitement ligotée. « Cet homme, dit Gilder gravement, prétend qu'il vous a retrouvé évanoui, ce couteau à la main, immédiatement après le meurtre. »« Il dit vrai, » dit Alice. La première chose dont les assistants prirent conscience après cette réponse fut la présence de Patrick Royce qui, en deux enjambées, pénétra au centre du cercle et prononça les singulières paroles. « Eh bien, s'il faut que je me rende, j'aurai du moins cette satisfaction. » Ses énormes épaules se soulevèrent, et projetant son poing de fer au milieu du visage satisfait du Mongol Magnus, il l'abattit de tout son long dans l'herbe. Deux ou trois policiers s'emparèrent immédiatement de Royce, mais les autres assistants eurent l'impression que l'univers devenait fou et que le monde s'était transformé en une absurde mascarade. « Pas de ça, monsieur Royce !» cria Gilder impérieusement. « Je vous arrête pour coups et blessures. »« Non !» répondit le secrétaire d'une voix qui résonna comme un gond. « Vous m'arrêterez pour meurtre. » Gilder jeta un regard alarmé vers l'homme à terre, mais comme Magnus s'était déjà assis sur son séant, essuyant quelques gouttes de sang sur un visage relativement intact, il demanda. « Que voulez-vous dire ?»« Ce que cet homme a dit est exact, » expliqua Royce. « Miss Armstrong s'est bien évanouie, un couteau à la main.
Seulement elle s'était emparée du couteau, non pour attaquer son père, mais pour le défendre. Pour le défendre, reprit Gilder gravement. Contre qui? Contre moi. Alice regarda le secrétaire avec une expression indéchiffrable et déconcertante. Puis elle dit d'une voix basse. Après tout, je suis heureuse de voir que vous avez eu le courage de vos actes. Venez en haut avec moi, dit Patrick Royce d'une voix lasse, et je vous expliquerai toute cette maudite affaire. La mansarde, qui était la chambre du secrétaire, une bien étroite cellule pour un si grand ermite, portait en effet les traces évidentes d'un drame violent. Au milieu de la chambre gisait un grand revolver, comme si on l'y avait jeté. Plus à gauche, une bouteille de whisky avait roulé, ouverte, mais renfermant encore une certaine quantité d'alcool. Le tapis qui recouvrait la petite table était par terre, piétiné, et une autre corde, semblable à celle qu'on avait retrouvée sur le cadavre, était jetée par-dessus l'appui de la fenêtre. 2 vases brisés gisaient sur la cheminée, et un autre sur le tapis. « J'étais ivre, » dit Royce, et la simplicité de cet aveu chez cet homme, prématurément usé, était pitoyable comme le premier péché d'un enfant. « Vous connaissez tous mon histoire, continua-t-il d'une voix rauque. Tout le monde sait comment elle commença, et elle peut aussi bien finir de la même manière. On me considérait jadis comme un homme intelligent, et j'aurais pu être un homme heureux. Armstrong sauva des tavernes les débris de mon corps et de mon cerveau. Il fut toujours bon pour moi, à sa manière, le pauvre diable. Seulement il ne voulait pas me permettre d'épouser Alice, et l'on s'accordera à trouver qu'il avait bien raison. Vous pouvez aisément reconstituer le drame. Vous n'avez pas besoin que j'entre dans les détails. Voici ma bouteille de whisky à moitié vide dans ce coin. Voici mon revolver vide de balles sur ce tapis. C'est la corde de ma malle que vous avez trouvée sur le cadavre. Et c'est de ma fenêtre que le corps tomba. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des détectives pour mettre à jour une tragédie d'une simplicité aussi élémentaire. Je me rends. Prenez-moi et par Dieu cela doit suffire. Sur un signe imperceptible de leur chef, les policiers entourèrent Royce et se préparèrent à l'emmener. Mais leur discrète manœuvre fut plus ou moins entravée par le père Brown, qui s'était mis à 4 pattes sur le tapis, en travers de la porte, comme pour se livrer à quelque prière incongrue. Comme il était totalement indifférent à l'effet qu'il pouvait produire, il resta dans cette singulière posture, qui présentait l'aspect d'un quadrupède coiffé d'une tête humaine, et leva vers les assistants un visage rond et réjoui. « Dites donc, fit-il avec bonne humeur, toute cette histoire ne tient pas debout. D'abord, vous me dites que nous ne trouvons aucune arme, mais maintenant, nous en trouvons trop. Voilà, vous dit-on, le couteau qui poignarda la victime, et la corde qui l'étrangla, et le revolver qui la cribla de balles. Et en réalité, Sir Armstrong s'est rompu le cou en tombant par la fenêtre. Cela ne va pas, ce n'est pas économique. » Et il secoua la tête au-dessus du sol, comme un cheval qui broute. L'inspecteur Gilder ouvrit la bouche dans l'intention de lui adresser une verte réprimande, mais, avant qu'il n'ait pu parler, la grotesque figure à 4 pattes sur le plancher reprit avec une extraordinaire volubilité. « Il y a ici 3 choses impossibles. D'abord, ces trous dans le tapis, où les 6 balles se sont perdues. Pourquoi le meurtrier s'est-il amusé à cribler de balles ce tapis? Un homme ivre s'en prend à la tête de son ennemi, à ses yeux qui le bravent. Il ne se prend pas de querelle avec ses pieds, et il ne tient pas un siège devant ses pantoufles. Ensuite, cette corde, et ayant fini d'examiner le plancher, l'orateur mit ses mains dans ses poches, mais continua familièrement à parler à genoux. Dans quel état d'ébriété un homme doit-il être pour attacher d'abord une corde autour du cou de sa victime et la fixer ensuite autour de ses jambes? Royce ne pouvait pas être sourd à ce point, ou alors il dormirait comme une bûche à l'heure qu'il est. Enfin, et surtout cette bouteille de whisky. Vous imaginez-vous un ivrogne luttant pour s'emparer d'une bouteille de whisky, et qui, après l'avoir conquise, la laisse rouler dans un coin, en reversant la moitié par terre et laissant le reste? C'est bien la dernière chose à laquelle on devrait s'attendre de sa part. Il se releva gauchement, et dit au prétendu meurtrier, sur un ton de profonde contrition. « J'en suis fort fâché, mon cher monsieur, mais votre histoire ne tient réellement pas debout. Monsieur, dit Alice Armstrong à l'oreille du père Brown, puis-je m'entretenir seul avec vous, le temps d'un instant? » Cette demande força le loquace petit prêtre à sortir dans le corridor. La jeune femme l'entraîna dans la chambre voisine, et avant qu'il eût pu ouvrir la bouche, elle lui dit d'un ton incisif. « Vous êtes un homme très habile, et vous voulez tenter de sauver Patrick, je le sais. Mais c'est inutile. Le fond de tout ceci est terrible.
et plus vous poursuivrez vos recherches, plus vous trouverez des preuves contre le malheureux que j'aime. Pourquoi? Dit Brown en la regardant fixement. Parce que, répondit-elle avec la même fermeté, je l'ai vu de mes yeux commettre le crime. Ah, dit Brown impassible. Et qu'a-t-il fait? J'étais dans cette chambre à côté. Les deux portes étaient fermées, mais j'ai entendu soudain une voix telle que je n'en avais jamais entendue, hurlant. Damnation! Damnation! Plusieurs fois de suite. Puis la maison a été ébranlée par la détonation d'un revolver. 3 autres détonations ont suivi avant que je ne puisse ouvrir la porte. La chambre était pleine de fumée, mais le revolver fumait dans la main de mon pauvre Patrick. Et je l'ai vu, de mes yeux, tirer les derniers coups. Puis il a bondi sur mon père qui, terrorisé, se cramponnait à la fenêtre. Et il s'était forcé de l'étrangler à l'aide de la corde. Il tentait de fixer le nœud coulant autour du cou de sa victime, mais la corde a glissé jusqu'au pied, à la suite des efforts que mon père faisait pour se dégager. Une jambe est restée prise et Patrick a tiré sur la corde comme un fou. J'ai saisi un couteau et, me précipitant entre eux, j'ai réussi à couper la corde avant de m'évanouir. Je vois, dit le père Brown avec politesse. Merci. La jeune fille fondit en larmes, succombant sous le poids de ses souvenirs. Et le prêtre passa dans la chambre voisine où il trouva Gilder et Merton seuls avec Patrick Royce, qui était assis sur une chaise, les menottes aux poignets. Il demanda à l'inspecteur avec docilité. Puis-je dire un mot au prisonnier en votre présence? Et voulez-vous lui permettre d'enlever pendant 1 minute ces drôles de manchettes? Il est très fort, dit Merton à voix basse. Pourquoi désirez-vous qu'on les enlève? Je pensais, reprit le prêtre humblement, que je pourrais avoir l'extrême honneur de lui serrer la main. Les 2 détectives le regardèrent surpris, et le père Brown ajouta, s'adressant au prisonnier. Ne voulez-vous pas tout leur dire, monsieur? L'homme sur sa chaise secoua sa tête ébouriffée, et le prêtre se détourna avec un mouvement d'impatience. Je m'en chargerai donc, dit-il. J'attache plus de prix aux vies privées qu'aux réputations publiques. Je sauverai le vivant et laisserai les morts prendre soin du mort. Il s'approcha de la fenêtre et regarda au dehors tandis qu'il parlait. Je vous ai dit que dans cette affaire il y avait trop d'armes pour une seule mort. Je vous dirai à présent que ce n'étaient pas des armes, et qu'elles ne furent pas employées pour donner la mort. Bien au contraire, toutes ces tragiques pièces à conviction, le nœud coulant, le couteau sanglant, le revolver fumant, furent les instruments d'une grâce curieuse. Ils ne furent pas employés pour tuer Sir Aaron, mais pour le sauver. Pour le sauver? Répéta Gilder. Et de qui? De lui-même. Il avait la manie du suicide. Quoi? Cria Merton d'un air incrédule. Et que faites-vous de la religion de la gaieté? C'est une religion cruelle, dit le prêtre en regardant par la fenêtre. Pourquoi ne pouvait-on pas le laisser pleurer, un peu comme ses ancêtres avant lui? Ses idées se raidirent, ses convictions se refroidirent. Ce masque joyeux cachait une âme désolée d'un athée. À la fin de sa vie, pour maintenir sa réputation de jovialité, il retomba dans le vice dont il s'était guéri jadis. Mais rien n'est plus pénible que les manifestations de l'alcoolisme chez un abstinent, car il se représente et éprouve à son tour l'état psychologique dont il a si souvent dépeint la torture aux autres. Le mal s'empara prématurément du pauvre Armstrong, et ce matin, dans cette chambre, il était dans un tel état qu'il cria qu'il était en enfer. Sa voix était à ce point changée que sa fille ne le reconnut pas. Il avait l'idée fixe de la mort, et avec l'obstination d'un fou, il avait réuni autour de lui différents genres de morts, un nœud coulant, le revolver de son ami et un couteau. Royce entra, par hasard, et agit rapide comme l'éclair. Il jeta le couteau sur le paillasson derrière lui, puis arracha le revolver au vieillard, et n'ayant pas le temps de le décharger autrement, le vida en tirant sur le plancher. Mais le fou avait trouvé un 4e genre de mort, et se précipita vers la fenêtre. Son sauveur fit la seule chose qui lui restait à faire dans cette extrémité. Il courut après lui avec la corde, et s'efforça de le ligoter. C'est alors que la malheureuse jeune fille entra, et, se méprenant sur les intentions de son ami, s'efforça de libérer son père. Elle ne réussit d'abord qu'à blesser les mains de Royce, et c'est de ces blessures que vint le sang répandu dans cette affaire. Vous avez sans doute remarqué, comme moi, qu'il a maculé de sang le visage du domestique, sans l'avoir blessé. Seulement, avant de s'évanouir, la malheureuse femme a réussi à couper la corde, et son père a sauté de la fenêtre dans l'éternité.
Un long silence suivit ces paroles, à peine interrompu par le son métallique des menottes que Gilder enlevait des mains de Patrick Royce en disant « À votre place, monsieur, j'aurais tout avoué. Votre vie et celle de la jeune dame ont plus de valeur que les notices nécrologiques d'Armstrong. »« Oh diable, ces notices !» s'écria Royce rudement. « Ne voyez-vous pas que c'est parce qu'elle ne doit pas savoir ?» ?»« Ne doit pas savoir quoi ?» demanda Merton. « Qu'elle a tué son père, idiot !» hurla le secrétaire. « Il serait encore vivant sans elle. Si elle prend cela, elle peut en mourir. »« Non, je ne le crois pas, » répliqua le père Brown en ramassant son chapeau. « Je crois que vous feriez mieux de le lui dire. Les plus fatales erreurs n'empoisonnent pas la vie comme le péché. En tout cas, je pense que vous pouvez être tous les deux plus heureux maintenant. Adieu, je suis attendu à l'école des sourds-muets. » En sortant, il rencontra sur la pelouse balayée par le vent un ami de Highgate qui l'arrêta pour lui dire « Le coroner vient d'arriver. L'enquête va justement commencer. »« Je dois retourner à l'école des sourds-muets, » répondit le père Brown. « Je regrette, je ne pourrai pas assister à l'enquête. » Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. On se retrouve bientôt pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.